D'abord, je voudrais vous remercier pour la chaleur de votre accueil. Et j'ai entendu dire que j'avais été mieux accueilli qu'Elisabeth Borne. Parce qu'apparemment, elle est venue hier, mais je crois qu'elle n'est pas restée très longtemps. Parce que j'ai l'impression que, comme d'ailleurs les Français l'ont dit lors des dernières élections législatives, les gens, globalement, avaient plus trop envie de les voir. Et c'était le cas aussi sur la braderie de Lille. Je voudrais remercier, saluer, bien évidemment, les camarades qui se sont exprimés avant moi, mais tous les militants, toutes les militantes de la France Insoumise ici à Lille pour tout le travail d'organisation de notre présence sur la braderie. Et saluer aussi les militants associatifs qui sont présents à cet instant, et notamment les militants de l'association France-Palestine Solidarité, parce que je veux leur dire qu'ils peuvent compter, bien évidemment, je crois qu'ils le savent, sur notre soutien et sur notre détermination. Saluer aussi les camarades qui sont présents, notamment j'ai vu Patrick Proisy, maire de Fâche-Tuménil, que je veux saluer également. Et peut-être que j'ai oublié d'autres personnes, et il est là, Patrick. Et Adrien, mon camarade, et tous les camarades qui sont ici présents aujourd'hui. Bon, vous dites que j'ai ramené le soleil, j'espère, mais avant de venir de Marseille, je suis passé par la fête de l'Humanité. Et ce que je peux vous dire, c'est que globalement, tout le monde se dit la même chose. C'est qu'on vit un moment politique particulièrement grave et qu'on ne peut pas banaliser ce qui est en train de se passer dans notre pays. Oui, c'est la première fois de toute la Ve République qu'une formation politique qui arrive en tête au moment des élections législatives, qui constitue à l'Assemblée nationale la coalition qui a le plus grand nombre de députés, c'est la première fois que cette coalition est rendue dans l'incapacité de pouvoir constituer un gouvernement. C'est la première fois que le président de la République en France décide qu'il invente ce qu'il n'existait même pas pendant la monarchie, c'est-à-dire la possibilité pour un homme seul d'avoir un droit de veto sur la souveraineté du peuple. Qu'un homme seul peut décider que parce que le résultat de l'élection ne lui convient pas, il peut décider de faire autrement. Et pas en plus faire autrement n'importe comment. C'est faire autrement en nommant un Premier ministre issu de la formation politique, non seulement qui n'est pas arrivé première, mais qui est arrivé dernière des dernières élections législatives. Et aujourd'hui, vous avez un Premier ministre, M. Barnier, qui s'appuie sur un groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui fait partie des plus petits groupes de députés à l'Assemblée nationale, qui utilise comme base pour la constitution de son gouvernement le programme du Parti Les Républicains qui a fait de moins de 6% lors des dernières élections législatives. C'est un scandale démocratique. C'est un coup de force antidémocratique, bien évidemment inacceptable, et vous le savez. Et on a entendu depuis plusieurs jours toute une série de tentatives d'explication assez minables, faut-il le dire, pour essayer d'expliquer que finalement le président de la République a bien fait de faire ça. Au début, on nous a dit oui, c'est de la faute de la France Insoumise. C'est parce qu'il ne peut pas y avoir de ministre issu de la France Insoumise dans le gouvernement. Alors nous, on a dit, bon, on va poser la question. Est-ce que si par hasard, il n'y a pas de ministre issu de la France Insoumise dans le gouvernement, est-ce que dans ce cas-là, vous êtes d'accord pour vous engager à ne pas censurer le gouvernement de Lucie Castet? Ah, il n'y a plus personne là. Non, mais finalement, c'est pas les ministres insoumis, le problème, c'est le programme, parce qu'on ne peut pas être d'accord avec le programme. Mais le sujet, c'est pas est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le programme. On ne vous demande pas d'être d'accord avec le programme. On a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec notre programme. Mais le problème pour vous, c'est que c'est ce programme qui a été choisi par les Françaises et les Français, et donc c'est ce programme qui doit s'appliquer, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière Emmanuel Macron, qui dit il faut toujours, en toutes circonstances, tenir compte du résultat des élections. Oui. Bon, d'abord, on ne s'est pas tout à fait rendu compte qu'il en avait tenu compte, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est que non, en démocratie, on ne tient pas compte du résultat des élections. On se soumet au résultat des élections, même quand ça nous déplaît. Même quand on n'est pas d'accord, même quand ce n'est pas les idées qu'on défendait. Nous, ça nous est arrivé de perdre des élections. On n'est pas content, on est déçu, on est triste. Puis après, on repart à la bataille pour essayer la prochaine fois de gagner. Mais d'abord, on accepte le résultat. Et quand je vois l'ensemble de ces personnes sur les plateaux de télévision
qui viennent essayer de nous donner à nous, les insoumis, des leçons de démocratie, de respect des principes et des valeurs de la République, et qui, comme ça, sont capables de s'asseoir sur le résultat du suffrage des Françaises et des Français dans une élection dans laquelle il y a eu une participation beaucoup plus importante que sur les élections précédentes, eh ben, je vous dis franchement, il manque pas de souffle. Il manque pas de souffle d'essayer de venir nous faire la leçon sur ce sujet. Bref, vous avez suivi comme moi les événements. Donc la question maintenant qui nous est posée, c'est pas seulement de dire que c'est pas normal, ça ne l'est pas. C'est pas seulement de dire que c'est scandaleux, ça l'est. La question qui nous est posée maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se plaint, on rentre à la maison, on dit ah bah c'est encore Emmanuel Macron qui a gagné alors qu'il a perdu? Ou est-ce qu'on dit bon, comment on se bat? Comment on se bat contre ce coup de force antidémocratique? Comment on se bat pour faire tomber le gouvernement de M. Barnier, et comment on se bat pour que le gouvernement du nouveau Front Populaire voit le jour, pas pour nous faire plaisir à nous, pas parce qu'on a envie d'être ministre, c'est pas le sujet, mais parce qu'on considère que face aux difficultés que connaît le pays aujourd'hui, on a des solutions politiques à proposer et que ces solutions politiques, elles ne peuvent pas attendre. On ne va pas attendre 2027, 2028, 2030 ou je ne sais quoi pour augmenter le SMIC à 1 600 € parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes au SMIC, vous n'arrivez pas à vivre de votre travail. On ne va pas attendre je ne sais pas quand pour pouvoir abroger enfin la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et reprendre le grand chemin de l'émancipation humaine pour ramener l'âge de départ à 60 ans. On ne va pas attendre, alors qu'on a déjà perdu beaucoup trop de temps pour engager enfin et pour mettre la France sur le chemin de la bifurcation écologique face à une urgence climatique et face à ce défi et à cet enjeu, vous le savez comme moi, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe sans agir, c'est une heure ou un jour qu'on ne rattrapera pas. Parce que la dette écologique, si on a une qu'on ne pourra pas rembourser, c'est bien celle-là. Et qu'à chaque fois que le président de la République usurpe le résultat des élections pour mettre en place un gouvernement qui va garantir la continuité de sa politique, on perd encore plus de temps face à cette question qui est le grand défi du siècle aujourd'hui. Combien de temps va-t-il falloir attendre pour rétablir sur la scène internationale la parole de la France, pour faire entendre une voix de paix, pour agir enfin pour le cessez-le-feu à Gaza, pour décider de la reconnaissance de l'État de Palestine? Combien de temps va-t-il falloir attendre pour développer nos services publics? Bref, vous connaissez comme moi le programme du nouveau Front Populaire. Donc le sujet, c'est de se battre tout de suite et maintenant. Et de se battre en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition. Il y a des moyens parlementaires qui sont à notre disposition et vous pouvez compter sur les députés de la France Insoumise pour faire en sorte qu'on les utilise tous sans aucune exception. Et puis après, il y a ce qui dépend de chacune et de chacun d'entre vous. Parce que s'il y a eu un enseignement du résultat des élections législatives, c'est que quand on s'y met tous, quand on s'y met toutes, alors oui, on peut inverser les scénarios écrits par avance. Parce qu'ils étaient combien à nous dire, au moment des élections législatives, que ça y est, c'était fini, que c'est l'extrême droite qui allait s'emparer du pouvoir, que Jordan Bardella allait être Premier ministre, qu'ils allaient avoir la majorité absolue. Ils étaient combien sur les plateaux de télévision à nous dire ça? Les 27 sondages, tous les sondages, sans exception, qui ont été faits au moment de la campagne des élections législatives, disaient que de toute façon c'est l'extrême droite qui allait gagner. Et si on a réussi à inverser le cours des choses qui étaient écrites par avance, bien évidemment, c'est parce qu'on a fait le nouveau Front Populaire et on en est très fiers. Mais c'est aussi parce que des centaines de milliers de personnes, dont vous ici, vous êtes rentrés dans cette campagne, vous êtes allés convaincre les gens, vous leur avez dit que c'était utile d'aller voter, que ça servait à quelque chose, que le résultat n'était pas écrit par avance. Et donc vous avez démontré que la mobilisation populaire, quand elle est massive comme elle l'a été à ce moment-là, elle peut permettre à la France d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Voilà ce qu'on a envie de faire. Et on le fait avant les élections et on le fait aussi après les élections. Et donc le premier rendez-vous que nous avons, que nous pouvons nous donner ici ensemble, et je veux rendre hommage, comme l'a fait Hugo tout à l'heure, aux personnes qui se sont déjà mobilisées samedi dernier à Lille, mais dans toute la France, contre le coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron. Et depuis lors, une nouvelle date a été mise sur la table. C'est samedi prochain.
c'est samedi 21 septembre et je vous invite toutes et tous à cocher la date dans l'agenda, à en parler autour de vous, à faire en sorte qu'on soit les plus nombreuses et les plus nombreux possibles pour montrer que le peuple français, il n'accepte pas le retour du droit de veto de la monarchie, que le peuple français, il se lève face à un coup de force antidémocratique. Et ensuite, nous allons utiliser, bien sûr, je le disais, les moyens à notre disposition à l'Assemblée nationale. Nous allons, nous l'avons déjà dit, déposer avec l'ensemble des députés du nouveau Front populaire une motion de censure qui sera examinée immédiatement à l'Assemblée nationale avec un objectif simple: faire tomber le gouvernement de Michel Barnier et faire en sorte que Lucie Castet puisse être enfin nommée à Matignon pour mettre en place un gouvernement du nouveau Front populaire. Alors je ne vous raconte pas d'histoire, je ne viens pas là pour vous dire vous allez voir et vous vendre des choses qui ne se produiront peut-être pas. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, il est probable que cette motion de censure, elle ne soit pas adoptée. Pourquoi elle ne serait pas adoptée? Hugo Bernalicis en a parlé. Parce qu'il y a un certain nombre de députés qui ont des idées que nous combattons fortement, frontalement, fermement, c'est certain, mais qui pour certains d'entre eux ont été élus soi-disant avec la volonté de rompre avec la politique d'Emmanuel Macron et qui aujourd'hui sont en train de trahir leurs électrices et leurs électeurs puisqu'ils sont en train d'organiser la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Alors à ceux qui vous disent oui, vous comprenez, c'est l'extrême droite, ça permet de mettre un coup d'arrêt à Emmanuel Macron, etc. Maintenant, vous l'avez sous les yeux, le coup d'arrêt à Emmanuel Macron. La vérité, et tout le monde doit le savoir maintenant, la vérité, c'est que l'extrême droite, c'est la béquille du système, c'est la béquille de la politique macroniste. C'est ceux qui permettent à Emmanuel Macron de rester au pouvoir, c'est ceux qui permettent à sa politique de continuer à s'appliquer. Ne l'oubliez pas, faites-le savoir autour de vous. Mais oui, nous allons déposer cette motion de censure et peut-être que la première passera pas. Je crois qu'on a déjà fait la démonstration qu'on n'est pas du genre à s'épuiser. Donc si la première passera pas, il y en aura une deuxième. Et puis si la deuxième passe pas, il y en aura une troisième. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça passe. Et à un moment, ça passera. Et à un moment, ça passera parce que, y compris les contradictions dans la coalition qui s'est mis en place autour de Michel Barnier, elles vont commencer à exploser. Parce que j'attends de voir avec impatience. J'attends de voir avec impatience comment l'extrême droite ira expliquer qu'elle accompagne un budget qui va être le pire budget d'austérité que le pays n'ait jamais connu, avec des coupes dans les dépenses publiques, avec des gens qui vont s'attaquer à nos accidents du travail, à nos franchises médicales, qui vont nous dire bon, on a ruiné la caisse parce qu'on a fait des cadeaux de plusieurs dizaines de milliards par an aux plus riches et aux grandes multinationales et qui vont venir vous voir et qui vont vous dire désolé, on n'a plus de moyens, maintenant c'est à vous de payer la facture. Ils vont vous demander à vous de payer le prix que eux, ils ont distribué aux plus riches de ce pays et aux grandes entreprises. Et j'attends de voir à ce moment-là quelles vont être les contradictions et comment elles vont exploser dans le bloc qui soutient Michel Barnier. En tout cas, nous on sera là en permanence, à chaque occasion, à chaque fois que c'est possible, on déposera une motion de censure parce que ce gouvernement-là n'a pas la légitimité des urnes et qui doit tomber le plus rapidement possible. Et puis les moyens à notre disposition, c'est aussi, oui je l'assume, d'engager la procédure de destitution du président de la République. Oui, bien sûr. Alors on me dit... Voilà. Ah, vous êtes d'accord avec ça. Alors, j'ai entendu des gens qui me disent oui, ça sert à rien parce que ça marchera pas. Enfin, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de choses dans l'histoire politique de notre camp, dans l'histoire politique du peuple, dans l'histoire politique de la gauche de manière générale, et pas seulement depuis quelques semaines ou quelques mois, mais depuis quelques années et depuis quelques siècles. Aussi, quand on avait commencé à se dire qu'on allait transformer la société de telle ou telle manière, on avait écouté ceux qui nous disaient « ça sert à rien parce que ça marchera jamais », je peux vous dire qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Parce qu'il n'y a que les batailles qu'on mène pas qu'on peut pas gagner. Il n'y a que les batailles qu'on mène pas qu'on peut pas gagner. Et oui, bien sûr qu'il est possible de destituer le président de la République, mais oui, bien sûr, c'est vrai. Il y a un certain nombre d'étapes et d'obstacles à franchir pour y parvenir. Ça, c'est vrai. Et la première de ces étapes, c'est qu'il faut déposer
cette motion de destitution du président de la République à l'Assemblée nationale. Pour ça, il faut 1/10 des députés. Bon, ça tombe bien, on a plus d'1/10 des députés. Donc, il y a 2 semaines, on a déposé à l'Assemblée nationale la motion de destitution du président de la République qui a été signée par 81 députés à l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y a une deuxième étape à franchir. La deuxième étape à franchir, c'est qu'il faut qu'il y ait un vote du bureau de l'Assemblée nationale. Et là, ça tombe bien aussi, parce que après les élections, celui qui était à la fois Premier ministre, M. Attal, et président de groupe, comme on ne peut pas tout faire, eh ben, il n'a pas été très vigilant, pas très attentif au moment du vote sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et M. Attal est allé se coucher. Et M. Attal a oublié de rappeler ses collègues. Et ses collègues, ils sont allés se coucher aussi. Et comme nous, les insoumis, on ne va pas se coucher, parce que nous, on se bat jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière minute et jusqu'à la dernière seconde, eh ben, on avait nos candidats. Et puis, comme finalement, ils n'étaient pas là, ben, on a rajouté des candidats dans le 3e tour, parce que c'est une élection en 3 tours. Et comme on a rajouté des candidats et que les autres étaient allés se coucher, eh ben, on a raflé la majorité des sièges au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que si toutes les formations du nouveau Front populaire acceptent l'idée que cette proposition de destitution, elle est recevable et qu'ils acceptent de la transmettre à la prochaine étape, c'est-à-dire la commission des lois de l'Assemblée nationale, où nous avons, je crois, ici un digne représentant, M. Hugo Bernalicis, sera saisi ensuite pour voter sur cette proposition. D'abord, il faut la majorité des voix au bureau de l'Assemblée nationale, et soyez attentifs, parce que cette élection au bureau de l'Assemblée nationale, elle va avoir lieu ce mardi. Ce mardi a lieu l'élection au vote du bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les Insoumis, on l'a proposé, on dit qu'ils allaient voter pour. Les communistes nous ont dit qu'ils allaient voter pour. Les écologistes nous ont dit qu'ils allaient voter pour. Et les socialistes ne nous ont pas encore répondu. Mais on espère qu'ils vont voter pour. Non, non, dites pas ça, on espère qu'ils vont voter pour. Donc il faut surtout leur demander de voter pour en leur disant une chose simple. Si vous n'avez pas encore décidé, vous avez le droit de ne pas avoir encore décidé. Décidez. Mais en l'occurrence, la première étape, c'est de savoir si vous êtes d'accord pour dire que ça doit être transmis à la commission des lois. C'est pas de dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Au moins accepter l'idée qu'on a besoin d'en parler à l'Assemblée nationale, qui a un problème autour du comportement du président de la République, et que ça doit être débattu par les députés, par les parlementaires, en commission des lois, et ensuite en hémicycle. Et c'est ça la décision du bureau. Donc, ne commencez pas par les siffler, vous aurez peut-être l'occasion de le faire s'ils ne le font pas, mais pour l'instant, encouragez-les à le faire, parce qu'on a besoin aussi de leur voix pour que ça puisse passer. Ça, c'est mardi prochain. Et si mardi prochain c'est voté, alors ensuite il y aura une nouvelle étape et on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Il y a 4 étapes à franchir. À tous ceux qui disaient que ça servait à rien et que ça fonctionnait pas, je fais remarquer qu'on en a déjà passé une et que si mardi le bureau de l'Assemblée nationale vote majoritairement pour rendre recevable cette procédure de destitution, on en aura déjà dépassé 2. Alors peut-être qu'après, il y aura des étapes plus difficiles, parce que c'est vrai qu'après, il faut un vote à la majorité simple de la commission des lois. Mais si les oppositions sont vraiment des oppositions, normalement les macronistes sont minoritaires. Et ensuite, il faut un vote du 2/3 des voix des députés. Mais si les oppositions sont vraiment des oppositions, les macronistes ont moins d'1/3 des députés qui soutiennent le président de la République. Donc normalement, si les oppositions sont vraiment des oppositions, ça devrait fonctionner. Et au pire quoi? Au pire, tout le monde aura vu qui est un opposant au président de la République et qui n'en est pas un. Et ça dépend pas que des députés non plus, ça dépend aussi de votre mobilisation. Sollicitez votre député, interrogez-le, dites-lui ce qu'il a l'intention de voter, signez la pétition qui a dépassé tout à l'heure plus de 300 000 signatures sur macron-destitution.fr. Si vous ne l'avez pas encore fait, signez-la. Et si vous l'avez déjà fait, faites signer 1 ou 2 personnes autour de vous, parce que si tout le monde fait signer 2 personnes autour de lui, et ben à la fin on arrivera à 1 million de signatures. Et là, ça sera difficile d'expliquer que la procédure de destitution, elle n'est pas bien suivie dans la population française. Voilà, ça c'est la 3e chose qu'on va faire. Vous avez compris, c'est simple. Notre réponse, elle tient en 3 mots. Censure, mobilisation, destitution, et on va tous s'y mettre. Je crois que vous avez compris.
Alors, je veux dire une dernière chose, parce que là, je pense que le plan de route, il est à peu près clair sur ce qu'on a à faire maintenant dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et je veux dire en particulier à celles et ceux, il y en a peut-être ici, où je suis sûr que vous en connaissez, qui ont voté à ces élections législatives, peut-être pour la première fois à des élections législatives. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui, cette année, ont voté pour la première fois, que ce soit aux élections européennes ou que ce soit aux élections législatives. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, qui pourraient se dire, ah finalement, est-ce que ça servait à quelque chose d'aller voter? Puisque regardez, on a gagné, et puis finalement, le président de la République décide que c'est quelqu'un d'autre qui gouverne à notre place. Je veux leur dire, oui, ça servait à quelque chose d'aller voter. Je veux leur dire, d'abord par votre mobilisation et par votre vote, vous avez empêché l'extrême droite de s'emparer du pouvoir dans notre pays. Je veux leur dire que par leur vote, vous avez poussé le président de la République, Emmanuel Macron, un peu plus près de la sortie. Alors ouais, il y a encore quelques étapes à franchir, mais petit à petit, chaque jour qui passe, la sortie se rapproche pour lui. Et je veux surtout vous dire que si le coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron a été rendu possible, c'est d'abord parce que, certes, nous avons gagné les élections législatives, mais que nous ne les avons pas gagnées totalement et complètement. Et que si nous avions été encore plus nombreux et encore plus nombreuses à aller voter au moment de ces élections législatives, alors nous aurions pu avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et cette fois le président de la République aurait pu faire ce qu'il voulait, il n'aurait pas pu nous empêcher de gouverner. Donc je veux vous dire, ne perdez pas espoir, ne considérez pas que ça sert à rien d'aller voter quand vous y allez, ça sert à quelque chose. Je veux vous dire, concentrez votre colère, transformez votre déception en colère, orientez-la autour du président de la République qui essaye de vous voler le résultat de l'élection et transformez-la en détermination, en mobilisation pour aller convaincre autour de vous encore plus de personnes la prochaine fois de se déplacer pour aller voter aux élections législatives. Vous le savez, comme moi, la dissolution de l'Assemblée nationale, elle a été tellement brutale qu'un certain nombre de Françaises et de Français nous ont contactés quelques jours après et nous ont dit « Bon, aux élections européennes, je n'avais pas réussi à m'inscrire pour pouvoir aller voter. Comment je peux m'inscrire maintenant pour aller voter au moment des élections législatives ?» On a été obligé de leur dire « Mais malheureusement, ils ont décidé de ne pas réouvrir la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales dans le temps qui était permis par la campagne électorale des législatives après la dissolution de l'Assemblée nationale. » Alors, je vous propose des choses simples. D'abord, on ne va pas se faire avoir deux fois. Donc, la prochaine dissolution, personne ne sait quand elle va avoir lieu, mais elle peut avoir lieu à peu près à n'importe quel moment, même si normalement elle ne peut pas avoir lieu dans l'année qui suit la première dissolution, c'est-à-dire pas avant le mois de juin prochain. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le mois de juin prochain pour s'inscrire davantage sur les listes électorales, pour continuer les campagnes que nous avons menées pour l'inscription sur les listes électorales. Ça ne sert à rien d'attendre la prochaine fois pour se dire « Ah zut, on n'a plus le temps de s'inscrire », alors que, parce qu'au moment où l'élection arrive, on se réveille et on se dit « Zut, je ne suis pas inscrit sur les listes électorales pour pouvoir aller voter ». Parce que ça sert à quelque chose. Parce que ça sert à quelque chose qu'on fait. Parce que ça sert à quelque chose que vous faites. Je vais vous dire les choses de manière très simple. Les endroits où la France insoumise a fait les meilleurs résultats aux élections européennes, les endroits où nous avons progressé parfois de 20 points, de 30 points, de 40 points par rapport aux résultats de l'élection européenne de 2019. Les bureaux de vote où on a progressé le plus aux élections européennes, c'est les endroits où il y a eu le plus de nouveaux inscrits sur les listes électorales. On a fait l'étude, on a fait le calcul, et c'est le résultat de toutes les campagnes qui ont été menées, campagnes d'inscription sur les listes électorales. Quand les gens vont voter, alors qu'ils ont l'habitude de ne pas aller voter, quand vous leur donnez des raisons de se mobiliser, ils ne se trompent pas de vote le jour du vote. Ils choisissent toujours le bon bulletin. Et donc il faut continuer à le faire. C'est les endroits où nous avons fait les meilleurs résultats aux élections européennes qui sont les endroits où l'abstention a le plus baissé par rapport à l'élection européenne de 2019, mais elle est encore inférieure à la moyenne de l'abstention au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre travail il a porté ses fruits, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que si les 18-24 ans qui ont voté de 10 points de moins en moyenne que la moyenne de la population, si les 10% les plus pauvres du pays qui ont voté
de 10 points en moins en moyenne que la moyenne de la population si ces gens-là avaient voté, sachant que les 18-24 ans votent à 50% pour le nouveau Front populaire, sachant que les 10% les plus pauvres votent à 35% pour le nouveau Front populaire, si ces gens étaient allés voter au même niveau que la moyenne de la population, alors il n'y aurait pas de majorité relative pour le nouveau Front populaire, il y aurait eu une majorité absolue. On aurait gagné vraiment, complètement, totalement, et le président de la République n'aurait pas pu nous voler la victoire. Et donc le résultat, il dépend de notre mobilisation à toutes et tous. Et puisque parfois j'entends, et je le dis sans aucune démarche de patriotisme de parti ou de mouvement, je le dis juste sur la base des analyses de la séquence électorale qui vient de s'écouler. Puisque j'entends parfois des débats sur est-ce qu'il faut s'adresser aux uns et est-ce qu'il faut s'adresser aux autres. Je veux dire une chose très simple. Quand vous regardez le résultat du nouveau Front populaire à ces élections-là en 2024, et que vous regardez où le nouveau Front populaire a progressé par rapport à la NUPES en 2022, que vous regardez où on a gagné le plus de voix, et quand vous mettez ça d'un côté, et que de l'autre côté, vous regardez les endroits où la France insoumise a le plus progressé entre 2019 et 2024, quels sont les meilleurs bureaux de vote, quels sont les endroits où on a gagné le plus de voix. Et quand vous regardez s'il y a une correspondance entre ces endroits, est-ce que ce sont les mêmes endroits ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes endroits? Voilà ce que vous observez. C'est que si le nouveau Front populaire a gagné 2 points par rapport au résultat de la NUPES aux élections législatives de 2022, si le nouveau Front populaire a gagné plus de 3 millions de voix par rapport aux élections de 2022, ces voix-là, il les a gagnées là où la France insoumise avait le plus progressé aux élections européennes, ce qui veut dire que c'est le travail que vous avez mené dans la campagne des élections européennes qui a permis la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives. Et donc je dis des choses très simples. Si des gens pensent que c'est pas ça qu'il faut faire, ils ont le droit qu'ils le fassent. Mais que chacun aille élargir le spectre de notre coalition du nouveau Front populaire. Nous savons quelle est notre volonté, quelle est notre démarche, quelle est l'idée que nous nous faisons de la dignité, c'est-à-dire nous adresser à ces personnes qui sont les éternels oubliés de la vie politique, ces gens qui ont été trahis, ces gens à qui on a fait croire des choses dans une élection et puis finalement on a fait l'inverse le lendemain de l'élection. Ces gens qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ces gens dont on parle jamais dans les médias, si ce n'est pour les insulter, les dénigrer, les faire passer pour des fainéants, les faire passer pour des gens qui font rien. Vous connaissez, vous voyez les gens dont je parle, les catégories populaires, les classes populaires, les habitantes et les habitants des quartiers populaires. Oui, c'est ces gens-là à qui je dis, venez nous aider. Parce que si vous vous mobilisez à la prochaine élection législative, cette fois on va gagner complètement et on va changer votre vie. Voilà, bon courage à toutes et tous. Courage, il en faut, on en a. Détermination, pas d'abattement. On retourne à la bataille, on retourne au combat. Rendez-vous la semaine prochaine, partout en France, contre le coup de force d'Emmanuel Macron. Et préparez le prochain grand rendez-vous électoral. Allez mener les campagnes d'inscription sur les listes électorales. Allez convaincre. Faites en sorte que ce ne soit pas la résignation qui l'emporte, mais la détermination, l'optimisme de la volonté. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Merci à vous de votre accueil. Bon courage et bonne journée.